Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode du jour, je vous emmène avec mon invitée, Lise Tessier-Bailly, à la découverte d'une histoire d'amour et de reconversion. Lise et François se sont rencontrés à l'école vétérinaire de Lyon en 2006 et ne se sont plus quittés depuis. Leur début professionnel, c'est côte à côte qu'ils se font dans la même clinique. Leur cadeau de mariage, c'est une année sabbatique remplie de voyages avec un premier bébé à la clé. À leur retour, le métier de vétérinaire reprend sa place dans leur vie pendant environ 7 ans. Et en 2021, Lise raccroche sa casaque et bifurque vers l'agriculture. Elle devient maraîchère et transformatrice. En 2022, François la rejoint dans le projet. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, François a choisi de retourner à la vie de vétérinaire. Lise, elle, continue dans l'agriculture et s'associe avec une bifurqueuse pour poursuivre son activité de maraîchage. Nous allons explorer dans cet épisode le travail en couple, la reconversion professionnelle, l'activité de maraîchère transformatrice, l'autonomie alimentaire et quelques autres sujets. J'ai donc le plaisir de démarrer cette interview avec toi, Lise. Salut, bienvenue dans Veto Micro. Salut Colline et merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. J'ai bien envie de commencer cette interview en parlant d'amour. Je crois qu'il y a un petit cœur au fond de moi, un petit cœur bleu qui est là. Oh, parlons d'amour, Lise. C'est beau l'amour. Est-ce que tu serais d'accord de nous raconter le premier souvenir que tu as de François ? C'est marrant parce que quand tu me poses cette question, la réponse qui me vient, c'est c'est son premier souvenir à lui de moi, ce qui est quand même assez paradoxal parce qu'il me l'a raconté, donc je le connais. Et j'ai l'impression que moi, j'ai pas tellement de souvenirs de lui, par contre, enfin, de premiers souvenirs. Ouais. Par contre, on était quand même dans le même couloir. On était tous les deux à la res étudiante, là, à l'école, et on était dans le même couloir. Donc, du coup, on se connaissait, on était voisins de chambre à peu près, quoi. Donc, c'est pas forcément là qu'on s'est le plus fréquenté, mais on se connaissait quand même un peu plus que juste sur les bancs des amphis, quoi. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde que François a, lui, un souvenir de toi. Est-ce que tu es d'accord de nous raconter ce qu'il t'a dit ? Ouais, et lui, son premier souvenir de moi, apparemment, c'était mon sourire en bas de l'amphithéâtre quand on a dû choisir enfin, je me souviens plus comment ça s'appelait, les délégués de promo, là, tu te souviens comment on appelait ça? C'était pas des Pas du délégués. tout. J'ai aucun souvenir de ça. C'est l'équivalent du délégué de classe, quoi, mais pour la promo. D'accord. Et je m'étais présentée en première année pour être ça, là. Et du coup, d'ailleurs, j'avais été choisie. Et donc lui, c'est la première fois qu'il m'a vue et voilà. Et il se souvenait de mon sourire en bas de l'amphi ce jour-là. Trop chou. Qu'est-ce qui fait que ça a super bien fonctionné entre vous, selon toi ? Qu'est-ce qui, au début, là, quand vous étiez jeune et fringant, qu'est-ce qui fait que ça a matché ? Alors, déjà, ça a pas forcément. Alors, on a commencé à sortir ensemble, n'est-ce pas, en début de 2e année de l'école et c'était pas si simple que ça au début, d'ailleurs. Après, je pense qu'en fait, assez vite, on s'est aperçus qu'on avait les mêmes aspirations dans la vie, qui étaient tout de suite tournées vers une vie plutôt à la campagne, avec enfin, pas forcément bosser comme des fous pour gagner plein d'argent, mais plutôt dans une vie équilibrée où il est pas impossible les souvenirs, on les reconstruit un peu, donc c'est toujours délicat, mais je pense qu'on pensait déjà à l'époque un peu autonomie alimentaire, OK. potager, tout ça. Je pense que ça faisait déjà partie un peu des trucs dont on parlait, quoi, assez vite, en fait. Moi, Ouais. j'ai ce souvenir-là. Ça nous a aussi construit, dès le début de notre relation, ces envies-là.
Ouais, d'avoir vraiment des envies communes sur l'art de vivre, en fait. La manière de vivre, vous vous êtes retrouvés sur ça. Exactement, ouais. Et du coup, si l'autonomie alimentaire, elle était déjà présente, au début de votre relation, ça veut dire que toi, c'est quelque chose que tu as construit avant? Dans ton envie, dans ta pensée, tu vois? Tu te souviens quand est-ce que tu as commencé à y réfléchir à ça? Alors, oui, en même temps, c'est quand même quelque chose qui est issu de François parce que lui, ses grands-parents étaient agriculteurs, OK, et lui, pour le coup, son enfance a été, dans une ferme avec ses grands enfin, il vivait pas avec ses grands-parents, mais enfin, c'était, ses week-ends, ses vacances, avec mmh, ses grands-parents au champ, avec des parents qui faisaient aussi un potager et tout ça, alors que moi, j'avais pas du tout connu ça. d'accord. Mais je pense que j'ai malgré tout toujours été attirée, intéressée. C'est lui qui m'a appris, qui m'a fait faire mes premiers pas là-dedans, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui trottait en moi, depuis plus longtemps que le premier moment où j'ai mis mes mains dans la terre, quoi. OK. Oui, c'est tu t'es pas dit: «Plouf plouf, maraîchère, d'accord, allons-y», quoi. Alors non, non, Tu ça eu c'est une vraie vraiment envie ça de s'est construit vraiment, petit à oui, petit, en effet. Oui, oui, tout à oui, fait. On avait déjà une expérience qui était pas professionnelle, mais on était quasiment en autonomie alimentaire, pour notre foyer au moment où on a décidé de faire l'expérience de devenir pro là-dedans, quoi. ah oui, d'accord, donc il y avait déjà vraiment un potager, on n'a pas je me rends compte qu'on n'a pas, défini, l'autonomie alimentaire. Je veux bien que tu me dises, parce que moi j'ai pas regardé de définition avant de en préparant cette interview. Je me suis dit que tu pourrais nous partager la tienne, qui sera, la tienne, mais comment toi tu la définis? Alors en l'occurrence, pour moi là, je parle d'autonomie alimentaire en légumes et on espère un jour en fruits, mais c'est plus long à pousser les fruitiers. Mais c'est plutôt en termes de légumes parce qu'effectivement on n'a pas des animaux, alors, bon, la petite anecdote quand même, c'est que, pour dire que ça vient quand même d'assez loin, on s'est mariés avec François donc en 2013, après Mmh. 2 ans d'expérience professionnelle déjà comme vétérinaire et on avait l'intention de partir en voyage pendant 1 an comme tu l'as dit, tout à l'heure en introduction et du coup, heureusement qu'on partait en voyage parce que sinon nos amis de promo avaient la ferme intention de nous offrir une jerseyaise parce que, on avait toujours parlé vu qu'on parlait de cette autonomie alimentaire, ils voulaient nous Mmh. donner l'autonomie alimentaire en lait, avec notre vache, dans notre jardin, quoi. Donc, on était là: «Oh bon, super une jerseyaise, mais qu'est-ce qu'on va en faire?» Donc en Voilà. fait, ce que je comprends, c'est que vous n'aviez pas du tout envie de partir en voyage, vous avez fui. On a Vous avez fui la fui vie de cette vache. Liège, exactement. OK, Non, intéressant. mais du coup, voilà, donc effectivement, pour répondre à ta question, pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est, être capable ne pas acheter de légumes sur une année, ne se nourrir qu'avec les légumes que nous avons nous-mêmes produits. Heu, OK. Ça veut dire aussi faire de la transformation, ce qui fait partie de mon Oui. métier actuellement, mais qu'on faisait aussi, qu'on continue d'ailleurs à faire à titre personnel, dans notre foyer. Parce que du coup, tes légumes, évidemment, tu les as pas toute l'année, surtout qu'on vit en Et oui. montagne, nous, donc on a vraiment pas du tout de légumes l'hiver, quoi, de décembre, enfin une fois que tu as récolté tes derniers poireaux, tu as plus de légumes, tu as quelques courges et quelques pommes de terre, mais voilà, sinon tu dois attendre quasiment le mois de juin pour avoir, tes premiers vrais légumes. Donc ça Ah veut dire oui. faire des conserves pour, après manger tes conserves, pendant toute cette période où tu as pas de légumes. Ah Donc oui, du donc coup, tu as nous, ça 6 mois sans légumes frais. quasiment, ouais. J'exagère un Quasi petit peu parce que tu peux, avec des serres, tu peux anticiper un petit peu les productions. Et tu peux mmh. faire des choses, qui sont à cycle rapide comme les salades ou, des salades qui supportent bien le froid aussi, la mâche, la roquette, des Ouais. radis, tu vois? Tu peux anticiper un petit peu les choses, mais les la vraie production de légumes, elle, à l'extérieur parce qu'évidemment, quand tu fais ça juste dans ton jardin, c'est quand même relativement rare d'avoir une serre ou alors elle est toute petite. Donc, du coup, chez nous, on est à 900 mètres d'altitude. Chez nous, on commence à avoir vraiment des légumes en juin et ça s'arrête, en fait, ça s'arrête aux premières gelées. Donc pareil, si tu as pas de serre, c'est en octobre. Donc ta saison, elle est extrêmement courte, quoi. Eh oui. Maintenant, professionnellement, on a quand même des serres, donc ça nous permet d'allonger la saison. Eh Mais oui. c'est pas voilà, c'est quand même, pas si évident que ça.
Ça reste une saison plus courte que si tu au bord de la mer et qu'il fait un Oui, peu, beau et chaud tout le temps oui. et qu'il y a de la pluie, Mmh. bah oui, forcément. Ce qui est assez marrant avec la nature quand même, c'est qu'il y a un rattrapage. C'est-à-dire qu'on est 3 semaines en retard à peu près par rapport à la plaine iséroise, tout le non, on habite en Isère, dans les, au sud, dans le sud Isère, dans les montagnes du coup, et du coup, c'est pour ça que je compare à la plaine iséroise. On a 3 semaines de décalage, de retard à peu près, pendant tout le printemps, et au mois de juin, on rattrape tout. La nature rattrape tout à toute allure, ça pousse, à toute Ah ouais? allure pour, ouais, pour rattraper le retard, c'est fou. Mmh. Ça fait beaucoup de boulot parce qu'il y a absolument tout qui pousse, donc tes légumes et toutes les mauvaises herbes et tout, enfin tous les trucs que tu veux pas, mais Oui. c'est assez beau ce rattrapage. Et toi, tu l'as observé parce que tu es allée, faire, des observations de terrain en plaine ou parce que tu as vécu en plaine? Comment tu as fait pour observer ce rattrapage? Alors on le voit par rapport à nos amis, tout simplement quand tu regardes autour de toi, hein, au niveau des arbres, de la végétation et tout ça, il suffit Ouais. de redescendre, autour de Grenoble et tu vois vraiment, c'est très facile à voir, hein, ce décalage de Mmh. de végétation. Mais on le voit aussi vis-à-vis de nos collègues maraîchers, maintenant. Ouais, OK. Et oui. Les dates auxquelles ils sont, eux, capables de mettre tel légume et nous, tel légume, quoi. Enfin, Et oui, trop bien. Je reviens un petit peu sur, le travail en couple parce que du coup, c'est ce que vous avez fait dès le départ avec, François et je voulais vérifier avec toi si, même dans le poste, donc le premier poste, vous étiez ensemble dans la même clinique. oui, Vous êtes partis, ensuite en voyage et le poste après, vous étiez de nouveau ensemble? non, on n'était plus Mince, ensemble. celui-là, vous étiez plus ensemble. OK. On n'était plus ensemble. Quand on est arrivé dans le Trièves, du coup, François, il a pris un poste, de collaborateur libéral qui s'est rapidement transformé en associé, dans le Trièves, du coup, et moi, je suis allée travailler comme salariée dans une clinique, à Lamur. Heu OK. Donc on n'était plus ensemble et en fait, il s'est avéré que ça nous a pesé et que, l'une des raisons pour lesquelles on a bifurqué dans notre vie professionnelle, c'est qu'on avait envie de se retrouver, professionnellement. On avait envie de partager, notre énergie aussi sur le plan professionnel et pas uniquement, sur le plan privé. OK. Moi, je vais peut-être avoir une réaction, absolument banale par rapport à ce que vous avez déjà entendu, mais il y a une part de moi qui me dit: «Mais du coup, vous vous voyez beaucoup?» Et vous a enfin, je me demande un petit peu, comment dans un couple on fait pour, avoir toujours autant d'appétence à faire et être ensemble? Parce que du coup, ça veut dire que tu dis, hein, vraiment on veut partager notre énergie. J'entends que vous avez envie d'être côte à côte, main dans la main, dans, votre quotidien professionnel et personnel. Comment vous faites pour maintenir cette envie-là de faire ensemble? Et bah, c'est pas facile de répondre parce que du coup, je sais pas exactement pourquoi on a cette envie-là en nous. Hem, En tout cas, quand on a décidé de changer de vie professionnelle et Mmh. d'essayer cette expérience de maraîchage ensemble, on a décidé de le faire en étant accompagnés, Oui, coachés, parce qu'on avait conscience que ça mettait, beaucoup de choses en jeu dans nos vies, ouais. que c'était peut-être trop d'avoir, de vouloir tout mettre, tout faire en commun, Mmh. et on voulait pas que, ouais, on avait conscience des risques, voilà. Après, OK. on pourra reparler de ça, si tu veux, de cet accompagnement et puis, de comment ça s'est passé et tout. Je voulais juste faire remarquer que dans l'agriculture, c'est extrêmement courant que Oui. les gens travaillent en couple. Moi, j'ai Mmh. dans mes collègues, enfin, on fait partie de plusieurs collectifs d'agriculteurs pour la commercialisation, et en fait, quasiment tout le monde travaille en couple ou, entre Mmh. parents, enfants. Enfin, c'est un schéma qui est pas si rare, en fait, en tout cas dans le monde, Oui, dans lequel on évolue actuellement. ouais. Donc, Oui, après, finalement, pour moi, vous avez un côté un peu: «Oh waouh, ils arrivent à faire ça, c'est beau de s'aimer autant et de pouvoir autant, passer du temps ensemble», mais dans le milieu actuel, de l'agriculture, c'est banal, quoi. C'est très fréquent. exactement. C'est vrai que c'est Ouais. plutôt, enfin, si on pense aux autres, au enfin, au reste du monde non, mais remarque, tu vois, si tu réfléchis, Colline, c'est quand même pas si rare, hein, parce que combien de
évidemment, ça fait un peu cliché, mais combien il y a de femmes qui ont travaillé pour leur mari Oui, toute leur vie, oui, et oui. c'est pas si rare que ça. Ça ne parle que de moi, on va faire ma thérapie Lise finalement. En tout cas, heu, c'est pour vous, il y avait une évidence et il y avait une envie. C'est ça que je trouve, c'était pas juste: «Ah bah oui, bah c'est plus facile comme ça». C'est que vous avez, eu cette envie de mettre votre énergie en commun. Vous avez senti que ça vous manquait et vous avez eu envie de le refaire et vous vous êtes fait, accompagner pour prendre soin des différents enjeux. Et du coup, je veux bien que tu en dises un peu plus sur l'accompagnement, sur, la décision, qui c'est que vous avez choisi et qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que moi j'ai 2-3 infos, mais les gens qui nous écoutent, non. Alors il se trouve du coup que, qu'on s'est tourné vers toi du coup quand on a cherché quelqu'un pour nous accompagner. Et parce que, en fait, on te connaissait, via les réseaux sociaux, qu'on avait l'impression que ton travail était très intéressant et comme on se sentait quand même vraiment vétérinaire, on se disait que et qu'on était, avec, comment dire, tout notre passif et tous nos traumas et toute notre historique de vétérinaire, on s'est dit que se tourner vers quelqu'un qui était habitué à ce monde-là, ça avait du sens. Mmh. Du coup, il se trouve qu'avec toi, ça a pas pu, se faire, mais tu nous as conseillé quelqu'un d'autre, Oui. que tu connaissais professionnellement et qui était prête à qui connaissait pas du tout le milieu agricole à ce moment-là, mais qui était prête à tenter l'expérience avec nous, de nous accompagner sur ce projet qu'on mettait du coup juste en place, hein, sachant qu'on s'est un peu lancé dans cette aventure, tête baissée et on a pris des décisions très vite. Enfin, ça a été, une aventure un peu folle dans laquelle on s'est lancé, Oui. avec beaucoup d'enthousiasme, hein, et je regrette, rien. Mais voilà, c'était, quand on repense aux décisions qu'on a prises, à quelle vitesse elles se sont prises et tout, ça paraît un peu fou. Mais donc on a commencé tout de suite, en fait, à faire du coaching dès les premiers mois. Après on a rencontré, je pense qu'on peut dire son nom, Oui, tu hein. peux dire son nom. Donc elle s'appelle Claire Ruane, elle nous accompagne toujours actuellement, et elle, on la voit ou en visio ou en présentiel 3 à 4 fois par an, en fait, elle nous a alors je saurais pas te dire tout ce qu'on a fait avec elle, tous les sujets qu'on a évoqués et tout, mais notre idée, c'était vraiment d'apprendre à travailler, Heu, dans l'intelligence collective quoi, qu'on soit Mmh. pas opposés l'un à l'autre, mais qu'on arrive à avancer dans la même direction. Ça peut paraître un peu bateau en le disant comme ça, mais c'est pas si simple que ça à réaliser en fait au quotidien. On s'est aperçus, dans la première année, on a travaillé donc tous les 2 comme maraîchers, sachant que c'était un métier qu'on découvrait. On savait faire ça, Heu, pour nous, en amateurs dans notre potager, mais passer, à l'échelle professionnelle, c'est totalement différent. On nous Ouais. avait prévenus, bon, on y allait quand même et on peut vraiment dire, en effet, ça n'a rien à voir. Mmh. Les méthodes culturelles sont pas les mêmes, enfin, fallait vraiment, tout apprendre, quoi. Mmh. Donc c'était quand même, beaucoup de et puis ça entraînait énormément de changements dans notre vie quoi, même, financièrement, enfin voilà, c'était quand Mmh. même un gros défi qu'on commençait, et donc ça s'est pas passé si facilement que ça entre nous. Notamment, je me souviens que les premiers mois, il y avait beaucoup de colère entre nous, qu'on OK. n'arrivait pas bien à comprendre, à évacuer et en fait, Claire, dès le premier rendez-vous, elle nous a vraiment, permis de passer par-dessus ça et elle nous a elle nous a montré, en fait, à quoi correspondait cette colère et à pour chacun d'entre nous, quels étaient nos besoins, quelles, étaient nos demandes vis-à-vis de l'autre, et c'était formidable, en fait, ça a apaisé Mmh. immédiatement les choses entre nous, et c'est ça, au cours de chaque, rendez-vous qu'on a fait avec elle, en fait, elle nous a donné des outils pour qu'on arrive à vraiment à travailler comment dire? Vraiment main dans la main quoi et à lever, les tensions, à lever tous les petits problèmes qu'il pouvait y avoir entre nous. On avait,
d'emblée l'objectif de pas rester forcément que tous les 2 et du coup, il nous tenait à cœur aussi de surtout pas s'enfermer dans un fonctionnement de couple, mais de Mmh. pouvoir, d'être capable d'intégrer des nouvelles personnes dans notre équipe, Ouais, assez facilement. Enfin, disons, sans, devoir remettre en cause absolument tout notre système. On voyait bien que si notre objectif c'était enfin, on voit bien le danger d'être, en couple, donc effectivement tout le temps ensemble toute la journée, de pouvoir parler du travail, toute la journée et tout ça. En tout cas, à quel point ça peut être difficile, d'intégrer quelqu'un d'extérieur, dans ça, quoi. Et du coup, ouais, ça nous paraissait vraiment hyper important de mettre tout de suite en place des outils pour qu'on en fait, on sache travailler, je reprends ce terme d'intelligence collective, dès le début et être ouais. que ce soit possible qu'on intègre, d'autres personnes dans notre équipe. Et OK. voilà. Et c'est ce que vous avez fait? Vous avez depuis que vous avez lancé l'activité, vous avez Et intégré d'autres personnes? eh bien alors du coup, la première année, on était avec donc moi je me suis installée en 2022, et la première année, François a travaillé avec moi à temps partiel et on Mmh. travaillait avec une troisième personne qui était, l'ASV de François, qui était aussi à temps partiel, sur la ferme et D'accord. c'était avec elle en fait au départ qu'on avait monté le projet. Il se trouve Mmh. elle avait un statut de salarié et François un statut de conjoint collaborateur et moi j'étais la seule installée vraiment. On a pu constater qu'en fait, avoir un statut même si on se dit: «On est tous à égalité, c'est tu Mmh. salarié, mais c'est juste sur le papier pour que tu aies un statut». En fait, c'est très compliqué, d'avoir un statut hiérarchique et quand même d'essayer avec une histoire de salaire, et tout ça et être vraiment égal, sur la prise de décision. C'est vraiment Mmh. pas si simple. Et puis il se trouve que Marine, finalement, elle avait envie de faire, de l'élevage de petits ruminants et on pensait Mmh. pouvoir mettre ça, en place et puis après on est revenu un peu, au sens des réalités. On a on a constaté que ça allait être quand même très, très compliqué de faire ça en plus du maraîchage et de la transformation qu'on faisait déjà et en fait, il se trouve qu'au bout d'1 an, elle est allée s'installer sur une ferme voisine. Ça s'était hyper bien passé au niveau boulot avec elle, hein. C'était pas du tout une Ouais, mésentente mais ouais. mais voilà, elle est allée s'installer sur une ferme qui s'est montée exactement en même temps que nous et qui correspondait beaucoup plus à ses aspirations. Mais Mmh. du coup, ça nous a quand même permis tout de suite de constater que, bah, c'était pas si simple que ça de travailler avec une tierce personne et ça nous a Ouais, renforcés dans cette détermination de pas lâcher ce coaching, quoi. Et ouais. du coup, eh bien, il y a 2 ans à peu près, on a rencontré Charlotte qui, venait de s'installer sur notre commune et Ouais. avec l'envie de devenir maraîchère. C'est aussi une bifurqueuse, et puis du coup, bah, les gens du village nous ont mis en contact assez vite en disant: «Bah, toi tu veux t'installer comme maraîchère, François et Lise, ils ont déjà une ferme maraîchère, ça vaudrait le Mmh. coup que vous vous rencontriez». Et en fait, et ben, on s'est très vite, très bien entendu avec elle. On Mmh. a d'abord essayé de monter un projet à 3 et puis en fait, dans l'année dernière, François a eu enfin depuis 2 ans, François a des problèmes de santé qui ont motivé sa décision d'arrêter le maraîchage et de reprendre une Mmh. activité, vétérinaire. OK. Et puis, en fait, sur la ferme, c'est plus facile d'être à 2 qu'à 3. Malheureusement, c'est quand même compliqué financièrement et générer du revenu pour 3 personnes, c'était pas si simple. Donc à 2, c'est plus Mmh. facile et donc en fait, D'accord. Charlotte est en train de remplacer François. Heu, on a eu 2 ans pour se préparer à ça. On l'a préparé avec, 2 types de coaching. On a continué avec Claire et on a été Mmh. aussi accompagnée, Charlotte, elle est en enfin ce qu'on appelle, un stage test. Ça, D'accord. c'est un super dispositif qui est proposé par les chambres d'agriculture. Mmh. Ça s'appelle officiellement un STIT, c'est-à-dire un stage test d'installation-transmission. Ça OK. permet à des agriculteurs qui veulent soit reprendre une ferme, soit devenir associés dans une ferme, d'être dans une
période de stage avec un statut de stagiaire. Ça peut durer de 3 à 15 mois quand même, où la structure accueillante, la ferme accueillante n'a rien à payer. Soit la personne a des droits au chômage et elle touche son chômage pendant ce temps-là. Soit D'accord. s'il n'y a pas droit au chômage, là, il y a une petite somme, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Je crois qu'actuellement, là, c'est la région qui donne 700 € par mois, quelque chose comme ça. OK, ouais, c'est quand même plus que le RSA, il me semble, donc C'est plus que le c'est RSA. pas un Ouais, salaire, mais bon, ça non, permet de mais c'est pas si tenir, négligeable quoi. non plus. Voilà et du coup, ça permet de faire des tests, c'est exactement le enfin, c'est-à-dire vérifier si la personne qui aimerait s'installer, bah, elle aime vraiment ce qu'elle ça, si, Mmh. surtout dans le cas de reconversion, enfin, je préfère le terme de bifurcation, mais, ça peut être, vraiment des gros changements de vie, donc c'est pas forcément entre, ce qu'on se projette, le truc qu'on a idéalisé et la vérité vraie du truc, il peut y avoir quand même, un gros, gap, quoi. Mmh. Et voir, ça permet de reprendre des fermes aussi dans de bonnes conditions. Moi, j'ai pu bénéficier de ça, hein, aussi, hein. La ferme sur laquelle je suis actuellement, c'est une reprise de ferme. Donc en fait, j'ai été formée par les 2 personnes qui avaient cette ferme. Elles m'ont transmis tout leur savoir, alors ça a duré que 8 mois parce qu'on a été très restreint dans le temps, mais sans ça, en fait, j'aurais jamais pu, me lancer, quoi. Elles m'ont vraiment, tout transmis, dans d'excellentes conditions. Et donc, avec Charlotte, et ben, on fait ce stage-là, ce qui a permis que peu à peu, elle se forme avec nous et que François s'efface peu à peu et en étant accompagnée ah oui, du coup, c'est le stage test qui est également accompagné, coaché, D'accord. par, Ouais. voilà, enfin bref, pas trop rentrer dans les détails, mais, par une autre structure et du coup, en fait, tout ça, ça a permis, je pense, une super transition, quoi et Ah, c'est chouette, hein. mmh. Ouais, Parce ouais, que c'est vraiment précieux, que tu témoignes de, l'intérêt de se faire accompagner dans des projets de cette ampleur avec ce type, d'enjeu. Parce qu'il y avait un enjeu dans votre couple, il y avait un enjeu dans la réussite, de votre, entreprise et il y avait un enjeu, enfin, déjà dans l'installation, puis dans la réussite de la création d'une équipe. mmh, Même si, bah, ça évolue et puis que la réalité, concrète financière fait que finalement une équipe de 2, c'est ce qui fonctionne pour que ce soit rentable suffisamment. Mais oui, l'accompagnement, pour que des humains arrivent à suffisamment bien se parler pour bien s'entendre, ça fait vraiment partie des solutions qu'il faut oser envisager, et voire même dès le début. Moi, c'est vrai que quand je vous ai rencontrés, vous étiez aux prémices, et j'avais dit que j'ai vraiment tout de suite pensé à Claire, en me disant: Il vous la faut. Elle va adorer votre projet et elle va avoir vraiment les compétences» et moi je pensais vraiment qu'elle serait plus adaptée, que moi dans sa posture. J'étais vraiment hyper épatée que vous ayez cette envie-là, quoi. Il y avait quelque chose de très, j'étais un peu, déçue de pas pouvoir, enfin, me dire que c'était pas moi la meilleure personne. J'étais contente de vous proposer quelqu'un et que ça ait matché. Mais je trouvais ça génial que vous ayez ce niveau-là de conscience que l'accompagnement, ça pouvait faire la diff. Et ce que j'entends, c'est que ça a probablement, contribué à ce que, votre couple y soit apaisé puisque tu dis que dès la première séance, un problème que vous traîniez depuis des semaines ou quelques mois, a pu, vraiment se calmer, quoi. Et c'est pas toujours, aussi rapide, mais en tout cas là, ça vous a vraiment aidé, quoi. ouais, Donc c'est tout à trop fait. bien. Après, tu vois, si on en revient un petit peu du coup à d'où on vient aussi, hein, qui est professionnellement, qui est le monde vétérinaire du coup, Mmh. et ben, en fait, je pense que cet accompagnement, il nous a paru indispensable aussi de par les expériences qu'on a chacun fait, Ouais. dans le monde vétérinaire et je pense que ce que tu proposes toi au quotidien, c'est exactement ça. C'est que, la Ouais. enfin, moi je moi j'ai quitté la clinique dans laquelle j'ai bossé, du coup 7 ans à la mûre là, avant de bifurquer et bon, ça a été super sur plein de points, mais ça a aussi été très, très douloureux et j'en porte encore vraiment, les blessures maintenant, heu, du fait qu'il y avait aucune communication avec la personne avec qui je travaillais, qui était ma patronne. Enfin, moi, Mmh. j'étais salariée et que je n'ai jamais réussi à dénouer les choses pour qu'on arrive à communiquer et ça Ouais. s'est mal fini entre nous et vraiment je me sens comme un petit oiseau blessé toujours maintenant, alors que je Mmh. m'épanouis complètement dans un autre truc, enfin que voilà, enfin que tout va bien pour moi, bah, je porte cette souffrance vraiment en moi encore quoi, de cet échec Mmh. et voilà et puis on voit encore tout ce qui peut se passer pour nos amis,
pour François aussi dans ses expériences et tout, à quel point, savoir communiquer avec les gens avec qui on travaille, c'est capital, en fait et c'est pas Oui. du tout évident. Enfin, il y a rien d'évident là-dedans. Enfin, c'est Ah en non. fait, les outils, on les a pas, on ne les a jamais expliqués et puis c'est un travail et une remise en question perpétuelle, en fait, quoi, donc Oui. voilà. Oui, malheureusement, on ne peut pas ne pas communiquer avec les gens, mais par contre, on peut vraiment, communiquer d'une manière qui, est inadéquate pour une entente, vraiment au service du travail, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin que tout le monde soit ami, mais on peut réussir à se dire les choses, on peut apprendre à se dire ce qui a besoin d'être dit pour qu'on puisse faire du bon travail ensemble et que ce soit pas dans la souffrance émotionnelle, quoi. Mmh. Parce qu'il y en a assez, en fait. Il y a assez d'exigences émotionnelles dans le métier de vétérinaire. Il y a déjà assez d'enjeux, qu'on soit vétérinaire en canine, en équine, en rural ou d'autres, corps de métier encore. Quand il y a la dermatose nodulaire, quand il y a, des animaux qui arrivent, qui se sont fait fracasser, par un autre animal, des chiens qui se battent entre eux et qu'il faut gérer les proprios. Enfin, on a assez en fait, à faire en termes d'exigences. Si en plus, émotionnel, si en plus on se fracasse entre collègues très involontairement, hein, Oui, beh, c'est c'est ça. l'enfer quoi. Enfin, Ouais. c'est le truc, c'est que c'est rarement des mauvaises personnes qui font exprès de faire chier. Oui, C'est bien souvent des sûr, hein. personnes, qui elles-mêmes sont en souffrance ou qui elles-mêmes sont Mmh. crispées et qui se rendent pas compte du tout. Moi, je vois même aussi des fois, hein, des personnes qui sont tout à fait détendues et qui ne réalisent pas ce qu'elles sont en train de faire, ça fait du mal à l'autre. Et après, bah, il y a aussi la responsabilité de la personne qui a mal de le dire, d'en faire quelque chose, enfin, mais en tout cas, c'est sûr que la communication, ça s'apprend, quoi. Mmh. C'est pas du tout, on croit qu'on sait faire parce qu'on se parle tous les jours, mais Ah communiquer de bah manière à apprendre une relation, c'est pas la même chose, quoi, hein. et du coup, moi, tu vois, je me rends compte que tout cet accompagnement que du coup, bon là, il se trouve qu'on l'a fait dans le domaine agricole, mais tu vois, on aurait pu le faire aussi, on aurait pu décider de rester vétérinaire et faire cet Ouais, accompagnement avec toi, par exemple, hein. Je me rends ouais, compte à quel point j'ai appris sur moi, sur mon et oui. fonctionnement, je me comprends, en fait, moi, beaucoup mieux, quoi. J'ai Mmh. beaucoup plus conscience de alors je vais continuer à découvrir des choses, à apprendre, mais je comprends beaucoup mieux quels sont mes besoins, vraiment de quoi j'ai besoin et du coup, Mmh. pourquoi je vais réagir de telle ou telle façon? Pourquoi je vais me sentir blessée par ça? Alors qu'en fait, tu dis: «Mais pourquoi?» Enfin et pourquoi, et voilà et en fait, le fait d'avoir en plus, ça m'a permis de relire aussi beaucoup de choses qui s'étaient passées pour moi dans ma vie avant Mmh. et bon, alors ça, c'est pas forcément facile à vivre aussi parce que quand tu revis des trucs, tu te «Ah ouais, c'est» bon, en même temps, ça peut crever des abcès et tout, enfin, tu vois? Mais ouais, ça réactive des choses, qui peuvent être Mmh. assez douloureuses, mais en tout cas, tu comprends mieux, quoi. Tu comprends mieux ce qui se passe et je crois j'ai l'impression que quand nous-mêmes on se comprend mieux, en fait, on est plus aussi à même de dire à l'autre: «Bon, OK, attends là, en fait, je suis en train de réagir comme ça parce que c'est ça qui se passe pour moi en ce moment. Mmh. On va on prend fais pas trop attention à ça, laisse et puis on en reparle, quand moi j'aurai démêlé mon truc, quoi». Enfin Et oui, et et oui. Ça fait partie des choses que je trouve très belles, c'est que ça permet tout de suite de dire à l'autre: «Ça n'a rien à voir avec toi». mmh, En tout cas, l'intensité de ma réaction est notamment liée à un autre truc qui a rien à voir avec toi ouais, et je trouve que ça facilite aussi l'empathie de la personne parce que du coup, ça baisse, sa garde de défense. Il faut absolument que je me défende parce que là, je me fais agresser quoi ou en tout cas, je vis un truc très désagréable et ça permet de se dire: «Ah mais oui, tu es une personne que j'apprécie, voire que j'aime, hein, selon le niveau de relation, et dont j'ai envie de prendre soin» et du coup là, si tu me dis qu'en fait, ça fait juste écho à un truc qui te fait mal, ben, peut-être je suis beaucoup plus ouvert à arrêter de te parler si tu me dis qu'il faut pas ou à revenir plus tard, enfin ouais c'est ça. et se connaître soi-même, ça fait partie des des choses qui aident un Eh petit peu oui, dans la oui. vie. Ouais, ouais et puis c'est vraiment pas du tout tu vois? J'ai vraiment ça a été un vrai apprentissage, quoi, de se dire: «OK, mais en fait, cette colère que j'ai là aujourd'hui, que du coup, si tu sais pas» enfin moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, je prenais cet exemple de la colère qu'on avait, avec François au tout début de notre installation, en maraîchage. En Ouais, fait, on s'est aperçu qu'elle était pas, elle nous appartenait à nous et du coup, on la tournait contre l'autre alors qu'il y avait aucune raison, en fait, que cette ouais, colère-là, c'était vraiment la nôtre et que, en fait, il fallait vraiment pas la faire subir à l'autre et que l'autre en face, il avait le droit de dire: «OK, c'est ton truc à toi, ça me regarde». Enfin, c'est gère ton ouais, truc, quoi et reviens me voir plus tard, quoi. Enfin, c'est oui. et
et ça a été, ouais, il y a eu des grosses, grosses prises de conscience, quoi. Vraiment, moi je trouve ce travail extrêmement précieux, quoi. Trop bien. Je pensais pas que tu dirais tout ça, mais du coup, je suis très contente, pour toi, pour Claire et puis pour, notre métier, hein, parce que Claire et moi, notre métier, c'est d'aider les gens à travailler ensemble, dans quelque chose qui soit épanouissant, qui permette une belle qualité de coopération, une belle qualité de travail. Donc savoir que ça marche et qu'en plus ça fait du bien, juste aux humains, au-delà de faire du bien à la relation et au travail, c'est royal. Tu me parlais là de la colère et puis tu me disais, quand, on a préparé cette interview, tu m'as dit: «Ben, j'ai encore pas mal de colère aussi, par rapport à l'école, véto, à une certaine partie du monde véto, à certains types de clients, la vision que les gens peuvent avoir de notre métier». Est-ce que là, tu serais d'accord d'en dire un petit peu plus sur, c'est quoi qui cause cette colère, en fait? Qu'est-ce que tu vois qui te fait chier, si je peux le dire comme ça, et qui fait qu'il y a encore de la colère? Et ben, hem, je pense que Si tu es d'accord, hein. ouais, ouais, bah, non, si, si, je suis d'accord pour en parler. J'espère pas être trop dans l'émotion, mais hem, alors je t'ai dit ça parce que c'est aussi une des, enfin, je t'ai signalé ça parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter le métier de vétérinaire. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai quitté pour le reste de ma vie, hein, j'en sais rien. Moi, je me sens Mmh. aussi toujours vétérinaire, enfin, c'est pas un abandon de cette profession, hein, c'est juste que là, dans ma vie, en ce moment, je me sens plus utile et plus alignée avec mes valeurs à faire ce métier de Mmh. maraîchage. Ouais. Mais je me sens pas du tout, enfin, j'ai absolument pas fait un rejet, du métier de vétérinaire que j'ai exercé quand même pendant une dizaine d'années avec, passion, hein. Heu, Peut-être un peu trop passionnée d'ailleurs parce que ça a fini par beaucoup me ça a pris trop de moi. Je pense que j'ai beaucoup trop donné à ce métier, Mmh. trop je voulais trop, je pense que c'est une histoire, malheureusement relatée par, nombre d'entre nous, hein, mais il y avait le sentiment qu'il faut être, toujours irréprochable, toujours parfait, donc de toujours vouloir qu'on s'impose à soi-même, hein, soyons clairs, hein, mais du coup d'en faire toujours, toujours plus, pour nos clients, que les attentes des Mmh. clients sont toujours plus hautes et en fait de se démener avec, les parfois les peu de moyens qu'on a pour faire au mieux et qu'en fait ça suffise jamais. Enfin pour que ça suffise jamais, encore une fois, je parle de moi, hein, parce que, moi il y a des clients, effectivement, je dis que je suis en colère contre certains clients, j'ai vécu des trucs pas cool. En même temps, rien de dramatique non plus, rien, enfin, voilà, j'ai jamais été, mise en cause à l'ordre ou je ne sais quoi. J'ai jamais eu de plainte vraiment, mais il y a eu des moments de friction avec des clients, mais qui m'ont fait quand même malgré tout beaucoup, beaucoup de mal. Après, dans Ouais. la majorité des cas, les clients étaient super sympas, super reconnaissants et tout ça, mais n'empêche que ce métier, il me bouffait, enfin il me bouffait mes jours, mes nuits, je dormais plus la nuit, Mmh. je dormais 2 heures, après je me réveillais, je repensais à tous mes cas de la journée. Il m'est arrivé combien de fois de retourner à la clinique la nuit pour vérifier que j'avais pas oublié de brancher un truc sur un animal ou de débrancher un truc parce que je me mettais à flipper la nuit en me disant: «Ça y est, tu as oublié de faire ça», et puis j'avais jamais oublié en réalité, hein. J'ai jamais un moment où je suis revenue, enfin, toutes les fois où je suis retournée à la clinique, j'avais tout bien fait comme il faut, mais bon, voilà, après moi je savais pas faire autrement que comme ça, à 300 et du coup je pense que je me perdais là-dedans complètement, quoi. En même temps, j'étais devenue maman, j'avais deux enfants en bas âge qui m'ont pris et me prennent encore beaucoup d'énergie et en fait c'était Ouais. trop, c'était devenu beaucoup trop, quoi, et et je pense que ça a été en partie une fuite. Malgré tout, c'est très multifactoriel, hein, ma décision de changer de métier. Il y a vraiment plein de Oui. choses différentes, hein. C'est vraiment il y a pas la réponse est pas du tout simple, enfin, on peut poser très simplement la question: «Ah bon?» Et comme j'ai beaucoup de gens qui me l'ont fait, hein, «Mais pourquoi tu changes de métier?» Bah, vraiment la réponse est très longue et très complexe. Elle est issue de plein de choses, mais en tout cas, il y a un côté de moi qui a fui une, Oui. mise en danger dans laquelle j'étais, dans ce métier, quoi. Je pense vraiment. Ouais. Après, on me parlait de la colère, oui, j'ai une colère, du fait que, là aussi, il y a plein de choses, mais, hem, qu'est-ce que je voulais dire quand je parlais de colère? C'était,
je pense que j'ai, entre autres, beaucoup souffert de l'image dorée du vétérinaire dans notre société, du fait que ah, docteur, vous faites le plus beau métier du monde. Tous les enfants Mmh. rêvent d'être vétérinaires. Enfin, ah, c'est Mmh. formidable et tout. Avec en plus l'impression que les vétérinaires gagnent énormément d'argent. Ouais. On a vraiment l'impression, enfin, alors ça a peut-être été vrai enfin, il a été vrai à une certaine époque que les vétérinaires faisaient partie des notables des villages, au même titre que les pharmaciens, les médecins, les notaires et tout. Bon, très franchement, je pense que c'est plus vraiment le cas. Enfin, en tout cas, c'est plus comme ça, à mon avis, qu'on est situé dans la société. Malgré Mmh. tout, il y a encore cette image-là, auprès des gens, des clients, qui payent des factures qu'ils trouvent très chères, qui comprennent pas pourquoi enfin, qui ont l'impression qu'ils payent ça directement au vétérinaire et et qui, du coup, nous renvoie énormément à la question, enfin, encore une fois, c'est que certains clients, hein. Je tiens à redire que la majorité de mes clients étaient vraiment super sympas et reconnaissants. Mais il y a quand même, des gens qui te renvoient que, eh ben, il faudrait que tu soignes leurs animaux, comme ça parce que tu aimes les animaux, qu'on est trop cher, que, bah, si on est si cher, en fait, il faut encore qu'on en fasse plus et plus parce qu'ils payent Mmh. le service et du coup, enfin, c'est vraiment une image qui me fait encore beaucoup, souffrir et qui, je crois, m'empêche de faire ce métier de vétérinaire, sereinement. Enfin, c'est Mmh. après, je suis aussi en colère contre la direction que prend notre métier. Donc moi, ça fait déjà maintenant 5 ans là que je l'exerce plus, donc je Ouais. sais pas trop où ça en est maintenant. Enfin, bien que si, je vois quand même, tous mes amis, enfin mais le fait que ça soit, je trouve, de plus en plus, heu, axé sur l'argent, qu'il Mmh. y ait tellement de cette question de l'argent, elle est tout le temps, partout, que ça soit de façon enfin, la pression financière des labos, les pratiques que je trouve absolument horribles des labos quand tu vois? Enfin, je pense par exemple, labo ou vendeur de croquettes, hein, par Mmh. exemple, quand tu te rends compte que, ils vont te vendre, un paquet de croquettes à toi, vétérinaire, toi tu vas l'acheter, disons, je sais pas, à 30 € quoi. Donc tu Mmh. vas le revendre avec une certaine marge à ton client et puis en fait sur internet, le client, il va le trouver à 20 balles et du coup, il vient te voir le client en disant: «Bah ouais super, bah vous avez vu, vous êtes des voleurs». Ah oui, ça c'était un truc aussi de: «Vous êtes Mmh. des voleurs, vous vous faites de l'argent sur notre dos et tout». Bah ouais, mais en fait, c'est pas de notre faute quoi. Enfin, on n'y peut rien et enfin et Mmh. voilà, tout ça, c'est vraiment, toutes ces histoires de marge arrière et tout, je sais pas, enfin, tu vois, tous ces pratiques-là financières, je les supporte pas. Vraiment, je trouve Mmh. que ça pourrit, en fait, le monde vétérinaire, que ça le pourrit vraiment à la base et que ça et je moi, je suis enfin, quand je parle de pourriture, tu vois, ça m'évoque un arbre qui est pourri au niveau de ses racines, quoi et que Ouais. tout le système, du coup, est 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 est, fonctionne pas quoi et que ça, bah, qui en souffre le plus? Je pense que ce sont les vétérinaires qui sont dans leur petit cabinet, de ville ou de Mmh. campagne et face aux Mmh. clients et c'est eux qui essuient les plâtres et pour moi, la souffrance qui existe dans le monde vétérinaire, elle est en partie due à ça, quoi. Ouais. Franchement, enfin, voilà. Ça, c'est OK. Bah, en tout cas, je suis contente d'avoir posé la question parce que je trouve ça intéressant, ce que tu avais à dire sur, ce qui fait que tu as, de la colère et j'espère que, à force de diverses actions, il y a des choses qui vont évoluer. Mais bon, je bah, sais écoute, pas j'espère trop, aussi. J'espère j'espère aussi, surtout ben que les gens vont réussir à se protéger de ce qui les blesse parce que j'entends que toi, la protection ultime que tu as trouvée, ça a été de quitter et moi je souhaite surtout aux professionnels, d'arriver à s'ils ont envie de rester, à trouver comment se protéger de ce qui peut leur faire du mal. Tu bah, vois, mettre la bonne dose de crème solaire, ils se prennent le soleil dans la gueule tous les jours, bah, avoir des bonnes lunettes et la bonne dose de crème parce que c'est sûr enfin, que sinon tu exact te casses la rétine et tu as la peau défoncée, très vite, quoi. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais.
Moi, OK. enfin, je trouve ça terrible, hein, cette souffrance du monde vétérinaire et tu vois, j'en suis un exemple, hein, parmi tant d'autres, hein, de personnes qui ont Ouais. décidé de partir. Bah, après, il y a aussi toutes les personnes qui ont décidé de partir définitivement. Enfin, tu vois, quand même, Oui. tout le nombre de nos confrères, consoeurs qui ont choisi le suicide, c'est horrible. Enfin, et bon, voilà, j'aimerais bien que tout ça soit plus visibilisé, plus pris en compte et Mmh. qu'on se dise: «Il y a un vrai problème, en fait, qu'il faut qu'on soigne, quoi». Enfin, Ouais. et voilà. Et avec, tout ça, cette vision que tu as, cette inquiétude que tu as par rapport aux professionnels, comment tu vis le fait que François retourne dans ce milieu? Ben, écoute, c'était, pour tout te dire, quasiment la veille qu'ils reprennent le boulot. Alors là, par contre, lui, il était associé, hein, dans une clinique, qui met encore en jeu d'autres choses c'est pas simple non plus, encore une fois, en termes de relation avec, lui, il avait une associée, la gestion, de ton personnel, enfin de tes salariés, bon, ça met encore en jeu d'autres choses. Moi, j'étais juste salariée à l'époque, mais lui, du coup, là, il retourne vétérinaire comme salarié uniquement, donc ça va quand même changer beaucoup de choses pour lui et j'espère que du coup, ça va bien se passer pour lui. Ouais. Sachant qu'il va dans une clinique où a priori, ça s là, l'équipe est vraiment super chouette, il y a une super ambiance et tout. Après je crois la veille ou l'avant-veille là qu'ils reprennent, les enfants m'ont posé la question, bah, je leur parlais de l'interview qu'on allait en faire ensemble et ils m'ont dit: «Bah, c'est vrai maman finalement, tu nous as jamais expliqué pourquoi tu avais plus voulu être vétérinaire, pourquoi tu as changé?» Et du Mmh. coup, je leur ai expliqué un peu les diverses, les divers pans de ma décision, quoi. Et puis à la fin, j'ai regardé François qui était un peu pâleau et je lui dis: «Ah, je suis désolée d'avoir parlé de tout ça, enfin, juste avant que tu apprennes». Ouais. Il me dit: «Bah oui, j'avoue que c'est un petit peu dur, quoi». Et oui, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude aussi, je après François n'est pas moi, donc j'espère qu'il est plus capable de se protéger que moi, Mmh. de dissocier sa vie privée et sa vie, professionnelle, de plus, voilà, savoir, se dire qu'à la fin de la journée, c'est terminé. Je pense qu'il a cette capacité plus que moi, en tout cas, je lui souhaite, écoute, on verra bien, hein. On Oui. se Oui et puis même si ça peut faire un peu, flipper de parler de ce qui est, des risques, Oui, c'est aussi une très, très bonne manière, de mettre de la conscience et du coup de pas, juste tout foutre sous le tapis. oui, En mode, «Oh non mais ça va bien aller, j'y pense surtout pas, si j'y pense pas du coup ça n'existe pas». Ben si en fait ça existe quand même et après, moi je sais, d'expérience parce qu'aujourd'hui j'en ai quand même accompagné quelques dizaines, que c'est possible d'être hyper épanoui dans ce métier. Il y aura toujours, des difficultés, c'est pas possible d'être que bien tout le temps. Par contre, c'est vraiment possible de trouver, un endroit dans lequel, ça roule quoi, ça roule, l'ambiance est bonne, il y a du soutien, il y a une solidarité qui est au juste niveau, c'est-à-dire qu'on n'est pas, solidaires, jusqu'au sacrifice quoi et on peut être bien et du coup, c'est intéressant avec le travail que vous avez fait, probablement que François, il se connaît mieux aussi mmh, et que toi, peut-être que tu te permettras, de le questionner sur certaines choses qu'avant tu regardais pas ou tu voulais pas voir. Enfin, vous avez grandi, mine de rien, vachement, depuis la oui, dernière expérience. absolument. Ouais. Toi, en ayant un regard extérieur, peut-être que ça aidera à ce que, tu sois, plus, soutenante et plus à oser tirer des sonnettes d'alarme que toi-même tu tirais pas pour toi. Tu sais, si tu la tires pour lui, ça veut dire que tu la tires pour toi. Oh putain! Bon, bah, là, au moins, tu es dehors. Ouais. Mais OK et comment vous anticipez, enfin, je vais te poser la question à toi puisqu'il est pas avec nous, François. Comment est-ce que toi, tu anticipes le fait de, à nouveau, ne plus travailler ensemble? Enfin, maintenant, si je comprends bien, il a repris là, il y a pas très longtemps. Il vient Comment juste de comment vous reprendre cette vivez, semaine là, tu vois? ouais, C'est d'accord, ouais, tout nouveau. donc on enregistre, tout début janvier, donc là, la rentrée, de 2026 se fait pour lui, là-dedans. Comment vous vivez ces premiers instants? Enfin, comment tu vis? Là, j'ai vraiment envie d'avoir l'opinion de François aussi, mais c'est une interview qu'avec toi. Comment tu vis ces premiers instants, où vous travaillez plus ensemble? Eh bien, écoute, j'ai trouvé ça assez dur, en fait, cette semaine. Alors, il faut dire du côté de la ferme, comme on a quand Ouais, même eu le temps de faire une très bonne transition avec ouais, Charlotte, donc la ouais. personne avec qui je travaille dorénavant, que je m'entends très bien avec elle, enfin que ça se passe vraiment bien, qu'en plus on est très contente de travailler entre filles. On trouve ça très chouette aussi,
d'être, voilà, juste, toutes les 2 là, tout ça, ça nous plaît beaucoup. Donc ça il y a beaucoup d'enthousiasme et de joie, pour moi à aller, travailler, plus qu'avec François d'ailleurs, qui est pas Ouais. quelqu'un de très joyeux. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup enfin, j'ai retrouvé beaucoup de joie, j'avais beaucoup de joie Mmh. moi, on va dire, mais qui était un petit peu éteinte, que je pouvais pas beaucoup exprimer du fait que François était lui très stressé, très dans l'anxiété, dans la au tra enfin, au niveau du travail à la ferme, quoi. Et là, avec Charlotte, c'est voilà, c'est franchement, je crois que c'est un bon terme de dire que c'est très joyeux de travailler avec elle. OK. Par contre et François, lui, du coup, il s'est effacé vraiment petit à petit. D'abord des décisions, puis, il est venu moins et tout ça. Il a Mmh. été donc ça fait depuis novembre, en fait, qu'il vient plus du tout à la ferme et D'accord. depuis début novembre. Donc en fait, novembre-décembre, il était à la maison. C'était super. On a beaucoup aimé. Du coup, il y avait plein de choses qui étaient faites le soir quand je rentrais et tout, c'était très, très bien. Et là, du coup, cette semaine, on redécouvre le travail vétérinaire où tu rentres, vers 20h le soir et ça nous a paru enfin moi, ça m'a paru très, très long, les journées sans lui, vraiment très longs, OK. et triste en fait. J'ai trouvé ça très triste. C'est Mmh. là, il a travaillé 2 jours pour l'instant et ouais, j'ai trouvé ça hyper triste qu'on l'attende comme ça, jusqu'à 20h, sans cette vue de la journée, sans avoir rien pu se dire et tout, qu'on verra, tu vois? C'est un petit peu récent, enfin un peu trop récent pour que Ouais. je t'en dise beaucoup plus, mais voilà, il y a ouais, je pense que Il ça y a va un mieux. nouvel, Je pense que ça va il va y avoir, ouais, un nouvel équilibre à trouver et je pense que et c'est exactement ça ça que va j'allais venir. dire. Ouais. Ouais, il y a vraiment ça, hein. Il y a une organisation de vie qui change et du coup, bah, vos interactions, la quantité comme la qualité va évoluer. Il faut trouver une manière enfin, je vous souhaite en tout cas de trouver une manière de le construire qui nourrisse suffisamment pour qu'il y ait pas, Mmh. trop la tristesse qui prenne le pas, mais plutôt, la joie d'être ensemble, quand vous pouvez, quoi. Oui, tout à fait. Après, tu vois, bah, si on se rend compte qu'on a quand même toujours cette envie en nous de travailler ensemble, et Mmh. ben, en fait, une fois que tu as déjà pris des décisions dans ta vie de modifier, enfin de réorientation de tes activités professionnelles et tout, franchement, je crois que Mmh. c'est une fois que tu as pris cette décision une fois, c'est plus facile de la reprendre et en fait, ça nous fait pas Ouais. tellement peur de se dire: «Bah, on fait des essais et puis si ça nous Ouais. va pas et ben, on changera des trucs et puis voilà, on trouvera peu à peu, Ouais. ce qui nous convient». Ça, j'adore que tu le dises comme ça, genre: «Oui, on a lancé une activité de ferme, hyper vite et tout, en 8 mois, bim bam, donc en fait, la suite, ça va bien se passer. On va s'en sortir». Ah mais c'est Non, mais chouette. franchement, c'est réellement ce que je pense, de me dire: «Bon, Ah bah, mais en fait, je te crois vraiment. Je trouve ça beau de pouvoir connecter à ça. En fait, on a été capable de ça, ben, du coup, le reste, on sera capable aussi, en fait. On a les ressources. ouais, C'est tout trop à fait. chouette. Si je reviens sur, ce terme et ce métier de vétérinaire, il y a une part de moi qui me dit: «Tiens, mais, ça vient d'où pour, Lise, cette envie de faire ce métier?» Même si aujourd'hui, tu l'as mis de côté pour plein de raisons qu'on a, survolées. Mais ça venait d'où pour toi? Ça a toujours été là ou c'est venu plus tard? C'était comment? Eh ben, figure-toi que alors comme, beaucoup d'enfants, comme je disais tout à l'heure et comme, beaucoup de tes interviews, me semble-t-il, qui commencent comme ça, les gens disent: «Ah bah, quand j'étais enfant, j'avais envie d'être vétérinaire. J'aimais bien les animaux, j'aimais bien la nature, moi j'aimais bien le soin aussi. Déjà enfant, en fait, ça me faisait pas du tout peur, d'aller soigner les petits bobos de mes animaux, de mes frères et tout, enfin donc OK, j'avais cette envie-là comme, pas mal de gens et puis en fait, assez vite, il y a des adultes de mon entourage, je ne pense pas que ce soit mes parents, mais enfin, en tout cas, on m'a très vite fait comprendre que vétérinaire, c'était trop dur pour moi, que j'y arriverais pas, que c'était des études trop compliquées. Donc bon, bah, je me d'accord. suis dit: «OK, bah, vétérinaire, c'est pas pour moi, bah, je vais imaginer d'autres trucs, hein, c'est pas grave». Et puis au lycée, en fait, j'avais très, très, très envie de devenir éthologue. C'était D'accord. vraiment, le truc qui me motivait énormément. J'étais quand même en 1re et en terminale S, hein, et du coup, j'adorais la SVT et tout et voilà, c'était l'éthologie qui me portait et donc je m'étais renseignée sur, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir éthologue. Donc fallait faire des études, en fac de bio, c'était le truc le plus classique, fac de bio et puis après tu allais jusqu'au master, enfin bref. Et puis là, mon prof de bio de terminale que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'admirais beaucoup, qui m'a donné un conseil
Je Tu verras, c'est pas forcément, enfin bon bref, c'était un drôle de conseil, mais enfin bref. Il m'a dit, «Ah bah, tu sais, tu ferais comme bien d'aller en prépa parce que, tu vas pas y arriver, tu vas abandonner au bout d'un an, mais au moins, ça t'aura donné, une méthodologie de travail, plutôt que d'aller à la fac, au milieu de 500 personnes, ça va être le bazar, en prépa, tu vas apprendre à bosser, après tu rejoindras la fac en deuxième année et ça sera beaucoup plus facile». J'étais là: «Bon bah, OK, bon Très bien. pourquoi pas?» Du coup, comme je lui accordais quand même pas mal enfin, que j'avais assez confiance en lui, du coup, je me suis quand même inscrite en prépa. J'étais pas ultra motivée parce que pour tout dire, je me suis inscrite que dans 2 prépas, tu vois? Donc, c'était pas non plus la folie et il se trouve que c'était la première année où BCPST et Veto étaient rassemblés. Alors Ouais, sinon, j'aurais pas été Veto, hein, parce que je me serais inscrite plutôt en prépa BCPST, quoi et en fait, d'accord. et ben, voilà, je me suis inscrite du coup, je suis rentrée en prépa, j'ai eu la prépa que je voulais, c'est-à-dire, la prépa La Martinière à Lyon, où c'était super sympa, ça s'est plutôt très bien passé la prépa en fait, j'ai vachement aimé. Mmh. J'ai pas réussi et en fait, je m'en suis pas si mal sortie non plus quoi. J'ai pas réussi le concours tout de suite parce que, bah, quand je l'ai passé en 3,5, c'était alors entre-temps, faut que je me souvienne quand ça s'est passé. Entre-temps, j'avais quand même fait un stage chez un vétérinaire, enfin que mon oncle connaissait, pour quand même me dire: «Bah, finalement maintenant que je suis là, que prépa, Veto et prépa BCP-ST Ouais. c'est la même et tout, bah, finalement ça m'a redonné envie d'être Veto quoi. Sachant qu'il était possible d'être éthologue, enfin non, c'est plutôt que je m'étais dit: «Bah, si je passe par l'école vétérinaire, je peux être éthologue en fait de façon peut-être Oui. plus facile que, par la fac». Voilà et du coup, bah, en fait, le stage que j'avais fait chez un véto m'avait beaucoup plu. Bon bref, du coup, j'ai réussi le concours en 5,5, je suis partie à l'école de Lyon. Avec toujours cette idée d'être éthologue, hein. J'ai d'ailleurs, la première année de ma première année véto, je m'étais même trouvé un stage d'éthologie, avec, le professeur d'éthologie de la fac de Lyon, qui était Mmh. c'était ça m'aurait trop plu de faire ça. C'est Je me souviens encore, tu vois, de ce que c'était. Il s'agissait d'aller, compter les grenouilles quand elles chantaient au bord de la rivière la nuit. Enfin, c'était excellent, quoi. Mais l'école veto n'a absolument jamais voulu, ça a duré une semaine, hein, ce stage, ils n'ont absolument pas voulu me faire de modification d'emploi du temps ou quoi que ce soit pour que j'aille participer à ce stage. Ça a été un non D'accord. catégorique et en fait, après, ben, du coup, bah, j'ai laissé tomber ça et puis après, en fait, j'ai été prise dans la vie de l'école, j'ai rejoint, on va dire, un peu le truc classique. Au final, ça Mmh. m'a plu. Je me suis plus tellement posé de questions et voilà, en fait, c'était parti Mmh. pour devenir véto, de façon, OK. beaucoup plus classique et j'ai laissé tomber cette idée d'éthologue. Ouais, Donc tu es revenue finalement à ton rêve d'enfant, mais tu as laissé tomber un nouveau rêve qui était, qui avait émergé, quoi. ouais, c'est ça. OK. Je te propose, pour tranquillement arriver sur la fin de cette interview, qu'on parte un petit peu en voyage, Oui. puisque vous avez voyagé pendant cette année sabbatique, vous avez fait des voyages qui étaient, votre cadeau de mariage et j'aimerais bien que tu me partages, ben, un souvenir fort ou s'il y en a, 2, tu vois? Mais de ce voyage, que ça peut être, des rencontres, ça peut être des endroits, des expériences, mais ouais, j'aimerais bien que tu m'emmènes un petit peu en voyage et que tu me partages, un truc qui est pas trop intime et que tu peux nous partager sur, ce que tu aurais vécu dans ce voyage, ce que tu en gardes peut-être? Ben, alors déjà, sans rentrer trop dans une anecdote, je t'en raconterai. J'ai quand même des anecdotes qui me viennent en tête comme ça, mais déjà, on a fait ce voyage, enfin, c'était assez, annonciateur et fondateur de nos choix de vie d'après, enfin, de la vie d'après, on va Ouais, dire. Parce qu'on a fait le choix de, évidemment, voyager un petit peu, mais essentiellement en woofing ou sur des chantiers ouais, participatifs. Donc avec d'accord. cette idée, en fait, d'apprendre à la fois, et ben, en fait, c'était toujours avec cette idée d'autonomie alimentaire, hein, d'apprendre à rencontrer des gens Mmh. qui eux-mêmes étaient en autonomie alimentaire par le woofing et voir comment ils faisaient très concrètement dans leur vie, pour mettre ça en place chez nous. Et les chantiers participatifs, c'était pour apprendre à construire notre, propre maison aussi, voir Ouais, comment les gens faisaient pour autoconstruire leur maison.
C'est un projet qu'on n'a pas encore Est-ce réalisé ça, mais OK, on le fera un jour, je pense, j'espère. peut-être un jour. Ouais. Est-ce que tu peux donner en quelques mots ce que c'est le woofing? Parce que moi, je vois bien, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas ou qui en ont entendu parler, mais qui savent pas bien ce que c'est. Juste en Le quelques mots, ouais, comment tu le le définirais? le woofing, il s'agit d'aller dans des fermes ou chez des gens, qui sont pas forcément enfin, qui vont être plutôt en autonomie alimentaire, mais du coup avec des grands potagers, souvent quelques bêtes, quelques vaches, des canards, des poules, et tout ça et ils vont tu vas on va travailler pour ces gens-là à peu près 20 ouais, je crois que c'est dans le contrat, c'est 20 enfin, contrat moral, hein, c'est 20 heures par semaine en échange du gîte, du couvert et et des lessives qu'ils te font, quoi. Donc tu es logé, blanchi, nourri, comme ça qu'on dit. Et donc tu travailles un peu pour eux et normalement, il doit y avoir un partage de connaissances, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas Ouais. censés, tes hôtes ne sont pas censés juste, te balancer dans un champ tout seul en disant: «Vous avez qu'à me désherber toutes les carottes», quoi. Ils sont censés être avec toi Mmh. et t'apprendre des choses, te former aussi Ouais. il y a vraiment une notion de partage entre Et les woofers et leurs hôtes. OK. Heu, voilà et ça existe, un peu partout dans le monde. Il faut OK. s'inscrire sur, des sites de woofing où les hôtes sont recensés, font des annonces et où toi tu peux t'inscrire, Mmh. et comme ça tu peux voyager finalement à moindre frais en faisant plein d'expériences, plein de rencontres et plein d'expériences. Ouais, Donc c'était trop super chouette. et Ah puis ouais, peut-être qu'un jour je c'est nous savais pas qui allons accueillir des woofers, mais ah ouais, carrément. on le fait pas encore parce qu'on Et n'a pas de c'est quoi des les belles, loger. c'est des Mais belles expériences, hein, ouais. d'accueillir, chez toi, et donc alors, raconte, laisse-moi pas dans le suspense, une Ah petite ouais. anecdote, Allez, de ce voyage. une anecdote, parce que c'était un des moments les plus, forts de notre voyage. Non, les 2 moments plus forts, mais complètement sur des plans différents. Il y a eu, là, notre rencontre avec, un couple du coup des hôtes enfin en woofing, des hôtes en Nouvelle-Zélande, Jenny et Murray, c'est leur prénom et qui avaient vraiment, la vie dont on rêvait, quoi. Vraiment, ils travaillaient, ils étaient complètement en autonomie alimentaire, et même en autonomie énergétique aussi. Ils avaient installé une espèce d'éolienne dans leur jardin, ils étaient, ouais, d'autonomie énergétique et alimentaire. Ils travaillaient, extrêmement peu, juste pour avoir un petit peu en fait, c'est quand même compliqué de pas du tout avoir d'argent dans ta vie, donc ils travaillaient, pas beaucoup, mais dans des trucs qui leur plaisaient, pour, Ouais, voilà, pour avoir un peu d'argent. Ils avaient, décidé c'était à une époque, du coup, on se posait la question un peu: «Est-ce qu'on veut des enfants ou pas?» Enfin, on se posait la question. Ouais, on s'interrogeait vaguement sur avoir des enfants ou pas et eux, ils nous avaient dit: «Bah, nous, on a décidé d'avoir, 2 garçons 2 enfants». Non, ils ont pas décidé d'avoir 2 garçons. Ils ont eu 2 garçons, mais ils ont décidé d'avoir 2 enfants, parce qu'ils voulaient pas augmenter la population mondiale et en même temps, ils ont dit: «Oui, mais ça nous paraît important d'avoir des enfants parce qu'on va les éduquer, enfin, dans nos valeurs, dans ce qui nous paraît important dans la vie et tout et ça peut être aussi intéressant d'avoir des gens qui font, on espère, un peu plus attention à la planète parce qu'on leur a transmis, les valeurs qui nous sont chères, qui nous sont propres». mmh, Donc c'est du bon, ouais, effectivement. C'est un bon argument pour se dire, pourquoi pas avoir des enfants malgré toute la difficulté de notre monde actuel, quoi. Voilà et ça a vraiment été une rencontre, très, très forte pour nous et qui nous a beaucoup orientés sur nos choix de vie, après, mmh, vraiment très clairement, quoi. trop beau. Et la deuxième anecdote, c'était vraiment le plus beau moment de notre voyage. Alors là, on était à La Réunion et on avait décidé de faire l'ascension du Piton des Neiges, je pense que c'était celui-là. Ah ouais, c'est le plus haut Ouais, de La Réunion? ouais et c'est une ascension de 2000 mètres, de dénivelé, donc généralement, on l'a fait sur 2 jours. Il y a un petit refuge, à mi-parcours, et les gens se réveillent super tôt et montent, très tôt le matin pour voir le lever du soleil en haut du Piton des Mmh, Neiges. Et nous, on n'avait absolument pas réservé dans ce refuge. On avait notre, tente et tout, mais alors, donc on s'est lancé dans l'ascension de ce truc. Au bout de 800 mètres de dénivelé, alors pour ceux qui connaissent pas La Réunion, faut se dire que les chemins de randonnée, enfin, quand tu les regardes sur une carte IGN, tu te dis: «C'est juste pas possible qu'il y ait un chemin tellement les courbes de niveau sont proches les unes des autres». Quand tu es en bas du chemin, tu dis: «Non, c'est juste pas possible aussi». Enfin bref, c'est très, très, très pentu.
l'impression d'être en train de marcher de monter des escaliers absolument tout le temps. On avait nos gros sacs de voyage et tout. Bref, au bout de 800 mètres, j'étais prête à abandonner, j'en pouvais plus. Et là, on a croisé des gens qui nous ont dit: «Non, non, continuez, ça vaut le coup, et puis dormez pas vers le refuge. De toute façon, vous verrez, vous pouvez pas mettre la tente», ce qui était absolument vrai, c'était trop, pentu. «Montez tout en haut, passez la nuit là-haut, vous allez voir, c'est magique». Bon, ils nous ont remotivés, on a continué à monter, arrivé à peu près au niveau du refuge, qu'il nous restait à peu près encore 1000 mètres de dénivelé, je pense, quelque chose comme ça. Un énorme brouillard, il pleuvait, enfin, on voyait plus rien. On a fini toute la montée, on était mais sous la pluie, mais c'était l'enfer, quoi. Enfin, vraiment, on est arrivés trempés. On a monté la tente, on voyait rien, mais rien. On était, on rentre, on finit enfin, on rentre dans la tente, on se change, on commence à se réchauffer un peu, quoi. Et là, François, il me dit: «Je crois que c'est en train de changer dehors, vite on sort, on va voir, quoi». Et en fait, on a assisté à la plus belle mer de nuages que j'ai jamais vue, quoi. En fait, Mmh. les nuages sont descendus, le brouillard et les nuages sont descendus, donc on n'était plus dans le brouillard et pendant, je sais pas, ça a duré peut-être on était tout seuls, mais absolument seuls, en haut du piton des neiges et vraiment, mais c'était tellement beau, mais tellement beau. On a vu du coup le coucher du soleil sur la mer de nuages et qui est descendu peu à peu ou petit à petit, on a revu toute l'île de la Réunion et tout, mais c'était, absolument magique, quoi. Mmh. C'était vraiment Incroyable. et la suite de cette histoire, c'est que quand tout ça a été fini, on s'est, couchés dans la tente en se disant: «Bon vraiment, finalement après enfin cette ascension si compliquée, on va passer la plus belle nuit de notre vie et tout, on est trop peinards tout en haut» et là, au moment où on s'endormait, il y a des rats qui se sont mis à passer, tout autour de la tente, sous nous, au-dessus de nous, dans la Ah chambre. putain! En fait, comme il y a énormément de gens qui pique-niquent là-haut, il y a plein de miettes et tout, donc il y a plein de rats qui vivent de ça et du coup, en fait, ils essayaient de nous piquer des trucs à manger, quoi et donc ça s'est retransformé un peu en enfer parce que franchement, c'était un sourire de chou. C'était mais bon, ça Ah valait quand même le putain! coup. C'était quand même trop bien. Ah, c'est incroyable parce que tu te dis: «Il faut couper, cut le film Ouais, ici, il faut pas perdre, il y a pas besoin des 5 minutes d'après». Mais j'adore l'idée qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement difficile et d'après de très pénible et qu'au milieu, il y a un truc incroyable et que c'est ça qui te marque le plus, quoi. ah bah, ouais, Et c'était aussi, bon, vraiment merci de me parler des rats aussi parce que ça me fait marrer, mais ça doit être un peu relou quand même. bon, ça a pas duré, c'était vraiment le truc de: «Ah mon Dieu!» en plus, ils pouvaient pas rentrer quand même dans la Oui, chambre de la tente, hein, mais ça a oui, pas bon. duré trop longtemps, mais c'est vrai que tu étais pas très serein finalement pour dormir. Tu fais: «Ouh là!» Oui, c'est ça, tu as pas envie de te réveiller avec un rat qui te croque l'oreille, à travers la tente. OK. Bon, Voilà. est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose d'important que tu n'aurais pas dit? Parce que, ben, moi, j'avais plein de questions, mais bon, il faut s'arrêter à un Ah moment. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est important où tu te dis: «Ah, si je le dis pas ou si j'en parle pas, je vais rester sur ma faim» ou pas? et ben, je crois que ça quand même important pour moi de dire que notre métier de vétérinaire, il nous a quand même, formés, enfin il nous offre, une possibilité énorme de faire, tout ce qu'on a envie dans notre vie. On a, enfin, j'ai vraiment pas moi, j'ai pas trouvé que la formation était, rose d'un bout à l'autre. J'ai beaucoup de reproches à faire à l'école, mais n'empêche que et à la prépa et tout ça, hein, même si j'ai dit que j'aimais bien, c'est quand même un peu des machines à broyer les gens quand même. Mais malgré tout, je pense qu'on a cette immense chance d'avoir tous appris à apprendre justement, à apprendre vite et bien et à savoir chercher l'information et en fait, ça nous donne une puissance, énorme parce qu'on a entre nos mains tout ce qu'il faut pour se lancer dans n'importe quel type de projet. Moi, je pense que vraiment, et qu'il soit dans le monde vétérinaire, ailleurs, qu'il soit sur le monde enfin, sur le plan professionnel ou privé, je pense qu'il faut tous qu'on soit persuadés enfin, qu'on ait conscience de cette chance et de cette force qu'on a en nous de mener à bien nos projets, Mmh. vraiment. Trop bien. Merci d'avoir ajouté ça. S'il y a des gens qui veulent te contacter, à l'issue de cette interview, est-ce que tu serais d'accord pour qu'ils le fassent? Oui, oui, pas de Et du coup, problème. qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme moyen s'ils ont envie de pouvoir discuter avec Alors toi? moi, je suis pas trop téléphone, j'ai un peu une phobie Ouais. du téléphone, je crois. D'ailleurs, je pense que c'est à cause des gardes vétérinaires, je ne je portais Tu plus n'es de pas la téléphone seule. cette semaine.
Donc, je préfère mail, un mail, c'est bien. lisetessier@wanadoo.fr et du coup, je l'épelle, c'est LISETEI2SIER @wanadoo.fr. Trop bien. Merci beaucoup. Merci, Colline. Pour finir, notre question maintenant traditionnelle dans cette 4e saison. Quelle est la phrase, la maxime, la citation ou la grande idée qui te suit dans ta vie ou bien qui t'inspire? Carpe diem, parce que tu sais pas de quoi le lendemain sera fait. OK. Merci beaucoup Lise, c'était vraiment un plaisir de t'écouter et j'ai adoré, être un petit peu avec toi, dans ton aventure, avec, tout ce que tu as bien voulu nous livrer. Donc merci pour ça et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite, dans toute cette nouveauté qui arrive, cette année. Ben, merci à toi et bonne continuation aussi pour tous tes projets. Ouais, merci et je souhaite à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une très belle fin de journée également. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.